Je vais changer un peu de thème, il y aura un peu de néphrologie, je suis désolé, de médecine d'adulte. L'idée, c'est de vous parler donc, des microangiopathies thrombotiques que vous connaissez, mais par un prisme très néphrologique, dans le cadre de ce qu'on appelle les maladies rénales d'origine indéterminée. Et puis, ça, c'est pour ce qui... Donc ça, je vous rappelle très brièvement que la microangiopathie thrombotique, il y a une association entre des anomalies biologiques qui vont retentir sur différents organes, notamment le rein. Et puis, à chaque fois, on va avoir différents termes associés avec le PTT, les syndromes hémolytiques urémiques atypiques ou typiques, et puis des formes associées qui sont parfois très compliquées en fait à montrer, je vois pas le pointeur, mais à dissocier des CHU atypiques. Et vous allez voir que c'est justement là pour laquelle le traitement, la prise en charge génétique va avoir une vraie valeur. Alors finalement, quand on se focalise sur le sous-groupe donc, des microangiopathies thrombotiques qui apparaissent avec un contexte de syndrome hémolytique urémique chez l'adulte notamment, en fait finalement, on a une obsession, c'est un diagnostic d'exclusion. Donc on va éliminer une chigatoxine, on va éliminer un PTT, on va éliminer des médicaments, etc. pour finalement se dire c'est probablement peut-être un CHU atypique, complément dépendante, avec parfois une base moléculaire sous-jacente. Et plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard, en France en tout cas, on va finalement ou pas avoir dans 50% des cas un résultat, une preuve moléculaire dans les gènes dits du complément, de la voie alterne du complément. Et donc ces gènes, ils sont listés là. C'est ceux qui sont finalement validés, qui ont été étudiés par différentes méthodes, et historiquement, je vais y revenir. C'est CFH, les gènes de fusion CFH, CFHR1 et R3, le CD46, le C3, le facteur B, le CFI, et puis le petit dernier qui est assez atypique parce qu'il est plutôt dans la voie classique, c'est le C2 avec des gains de fonction. Et puis il y a les suspects mais qui n'ont pas été confirmés, qui sont la vitronectine et la thrombobuliline qui a même été exclue comme responsable de CHU atypique après les dernières réunions dites CADIGO. Alors là, c'est pour juste vous resituer sur la gauche ou la droite de l'écran, il y a la voie alterne du complément avec des inhibiteurs de la voie alterne, des régulateurs qui sont le CFH, CFI et le CD46 qui vont limiter l'hyperactivation de la C3 convertase alterne et in fine la C5 convertase et l'activation de la voie lytique du complément. Alors en fait, il y a deux grandes catégories, hein, c'est juste des rappels. Ça à la fois des pertes de fonction dans à la fois hétérozygote ou homozygote dans le CFH, le CD46, ou des pertes de fonction hétérozygote pour le facteur I, et puis des gains de fonction du C3 qui vont suractiver la voie alterne ou du facteur B qui vont la suractiver aussi. Et on va pouvoir mettre en évidence dans les études de panel environ 50 à 60% des patients, adultes et enfants tout confondus, comme ayant une anomalie touchant cette liste de gènes globalement. Donc là, ça c'est l'évolution historique. Et vous voyez que depuis 2014, on commence à caler un peu, parce que des formes familiales associées à des microangiopathies thrombotiques, notamment avec l'atteinte rénale, on n'en trouve pas tous les jours et il n'y a pas une liste extensive qui s'accumule avec les études d'exome et de génome qui ont été montrées. Et vous voyez que dessous, on a une option thérapeutique qui historiquement partait des échanges plasmatiques, puis de l'apparition des eculizumab autour de 2012, et puis des nouveaux médicaments, les copans, je les ai mis comme ça pour désigner les médicaments qui vont bloquer la voie proximale, je dirais, de la voie alterne. Donc ça, c'est un petit retour plus génétique, je dirais, avec à la fois des variations homozygotes, des variants rares, qui vont avec des formes familiales qui ont été décrites, notamment en France, il y a 6 familles de CFH, des formes CD46, des formes avec DGKE, qui ne donnent pas d'anomalie de la voie alterne du complément, idem pour les anomalies de MAMH, qui donnent des anomalies de l'acide organique et qui sont sensibles à la vitamine B12. Et puis des formes hétérozygotes qui sont listées ici, avec, comme vous l'avez compris, des gains de fonction pour C3 et le facteur B. Donc ça, c'est le landscape, je dirais, des microangiopathies thrombotiques de manière générale, génétique. Donc là, on va au-delà de celles qui pourraient répondre à l'éculizumab ou ravulizumab ou aux bloqueurs proximaux, qui sont les CHU dits atypiques, compléments médiatés de TMA.
CTMA, puis après vous avez les déficits génétiques en AMTS13, les déficits en MAMH associés à des doses stratosphériques de vitamine B12 qui vont permettre de corriger le phénotype, et puis des formes un peu plus bizarres, développementales je dirais, qui sont des anomalies hétérozygotes dans le gène SOX18 qui vont donner des lymphédèmes et des microangiopathies thrombotiques, notamment purement rénales, et des anomalies, notamment la perte de sourcils et une peau associée. Et puis il y a des formes, et c'est là que vous allez voir, qui sont assez hétérogènes, historiquement associées à des GKE avec une maladie rénale, une polyostéopathie, une microangiopathie thrombotique, qui ne vont pas répondre à l'éculizumab, mais qui vont donner lieu à une atteinte rénale au premier plan. Donc notamment ici, vous avez une atteinte rénale importante, ici et ici. Et ici, bien sûr, si la diagnostic n'est pas faite initialement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le concept de néphropathie indéterminée? C'est juste pour masquer notre ignorance, les néphrologues. Je suis désolé de l'avouer. C'est en clair, quand on inscrit les malades sur la liste de greffe rénale, on a un fameux registre pour les quantifier, on a, vous voyez, 18%, on n'est pas fichu de dire, nous, pourquoi il était malade, et le patient n'est pas fichu de dire pourquoi je suis malade du rein, malgré des biopsies, etc. Et vous voyez, quand vous regardez le reste de l'écosystème, l'hypertension artérielle, pour nous aujourd'hui, c'est plus la conséquence de la maladie rénale que la cause de la maladie rénale. Donc il y a une grande partie des maladies rénales de l'adulte qui ne sont pas vraiment déterminées du point de vue moléculaire. Et l'acharnement qu'on veut mener en néphrologie adulte, c'est d'arriver à donner une preuve moléculaire, un peu comme les hématologues, pour comprendre comment ça marche, pour pouvoir donner des traitements beaucoup plus adaptés. Vous voyez, c'est une réflexion qu'on vous pique. Donc voilà, juste un exemple. Ce patient de 33 ans qui a une hypertension artérielle, une insuffisance rénale aiguë, avec la biopsie rénale des lésions dites vasculaires. Donc on va conclure qu'il a une néphropathie dite vasculaire, il va tomber dans la partie hypertension artérielle. Ce patient de 24 ans avec aussi une hypertension artérielle, mais cette fois des lésions de microangiopathie thrombotique sur la biopsie rénale, il va retomber aussi dans la case de néphropathie vasculaire, et puis cet autre patient plus bas qui va tomber dans la case des glomérulopathie aujourd'hui. Mais globalement, tous ces patients, en fait, ils n'ont pas de preuve moléculaire sous-jacente à leur maladie rénale finalement, dans ce registre. Donc on a depuis 2018 la mise en place d'un système un peu plan France Médecine Génomique, globalement c'est le plan avant le plan, c'est de promouvoir la mise en place d'un exome pour tous les patients qui arrivent dans une situation de néphropathie indéterminée dans notre institution, notamment à Sorbonne Université. Donc aujourd'hui on est à 2300 patients qui sont rentrés dans ce programme. Et là, mon propos d'aujourd'hui, c'est de vous montrer ceux qui sont rentrés avec un phénotype de microangiopathie thrombotique dans ce sous-groupe. Vous allez voir, il y a environ 150 patients dans ce cadre-là. Et de vous les décrire associés. Donc on a, dans ce registre-là, dans cette cohorte-là, on va inclure de manière assez large des patients pour lesquels on n'arrive pas à déterminer, nous néphrologues, l'origine de leur maladie rénale et du contexte, qui peut être une HTA sévère, une atteinte oculaire, atteinte cérébrale, diverses et variées, menant à la dialyse ou pas. Mais on va quand même exclure globalement de cette étude toutes les formes, excusez-nous, un peu immunologiques de maladies rénales avec anticorps. On va classer les variations selon la classification dite ACMG. On va rendre dans les comptes rendus, donc c'est dans le cadre du soin, les variations de classe 4 et de classe 5. On ne va pas mentionner, sauf exception, les variations dites VUS. Et on va rapporter dans cette expérience les variations dites pas secondaires mais incidentales, comme discuté ce matin, qui ont pour un impact clinique après discussion et information du patient. Et vous allez voir que dans notre cohorte, on a très souvent fait ce qu'on appelle un exome solo en première intention, parce que c'est une médecine d'adulte en fait, et on va arriver finalement sur le territoire à rassembler la famille avec une étude de co-ségrégation dans 34% des cas. Donc c'est un énorme effort des cliniciens pour récupérer à droite à gauche les patients et le laboratoire. Donc ça, donc le circuit qu'on a, et c'est pour ça qu'il est un peu particulier, c'est qu'une bonne partie des exomes aujourd'hui sont faits en partenariat avec Eurofins Biomis et une start-up qui s'appelle Sequence Genomics. Alors le résultat, et ce n'est pas mon propos du jour, c'est qu'aujourd'hui sur plus de 2300 patients screenés dans ce programme, on a un taux diagnostique stable de 25%. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à descendre, même si on élargit les indications, on est toujours autour de 23-25%. Et pour le faire très bref, où on a des syndromes d'Alport, donc des basalopathies, des maladies interstitielles dominantes, des néphropathies, des ciliopathies, et puis surtout une catégorie qui est assez particulière, c'est Other. C'est à chaque fois un gène, un phénotype, à chaque fois qu'on ne voit pas venir. Et donc d'où l'intérêt d'avoir un énorme panel in silico ou un exome pour traiter ces malades, parce qu'on regarde aujourd'hui 818 gènes en première intention, en first tier, si on capte le point du plan France Médecine Génomique. Et vous voyez encore une fois, on a 80% de solo. Et l'âge moyen, ce n'est pas de la pédiatrie, c'est 43 ans.
Dans ce sous-groupe-là, tout patient à Sorbonne a une prescription informatisée et on peut colléger prospectivement s'il y a un contexte clinique. Donc soit l'exome est fait au cours de l'hospitalisation, c'est 30% des malades, ou soit il est fait après qu'il nous soit référé en consultation de néphrogénomique sur Sorbonne Université. Et donc on remplit ce critère, est-ce que le patient a une microangiopathie thrombotique au moment où on le voit, ou est-ce qu'il y a eu un épisode? Et donc vous voyez qu'aujourd'hui on a autour de 305 patients pour lesquels on a la correspondance oui. Et donc, on est en train de publier cette expérience que j'ai déjà racontée dans le cadre du CNRMAT, qui est celle de 1413 patients qui ont eu un exome principalement dans le cadre d'une néphropathie d'origine indéterminée, avec très souvent une hypertension artérielle, etc. Mais en tout cas, on s'est acharné à retrouver ceux qui avaient vraiment des critères durs de microangiopathie thrombotique biologique et qui avaient eu ou pas une biopsie rénale et ou pas des lésions histopathologiques sur la biopsie. Vous voyez que ceux qu'on s'attend, c'est-à-dire qui ont des marqueurs de microangiopathie thrombotique, c'est 9%, 123 patients, qui ont une biopsie rénale, c'est 58, la moitié globalement, qui ont des lésions histopathologiques as expected, je dirais, eh bien en fait, on retrouve les usual suspects, mais on retrouve des patients qui ont d'authentiques variations de classe 4 et de classe 5, documentées, co-ségrégées, dans des gènes comme la néphronoptise ou une basalopathie, donc a priori sont en dehors du spectre initial phénotypique des microangiopathies thrombotiques. Idem, quand on ne retrouve pas de lésions de microangiopathie thrombotique, on retrouve des variations alors qu'ils ont eu de la masse biologique de type UMOD et quand même un usual suspect qui est le complément factory. Et puis dans l'autre partie, ceux qui n'ont pas pu avoir de biopsie rénale pour diverses raisons, ou qui ont eu une biopsie rénale, mais on a retrouvé a posteriori des lésions de microangiopathiques alors qu'ils n'avaient pas de marqueurs biologiques, on retrouve, vous voyez, SOX18 et TREX1, qui sont des gènes associés aux microangiopathie thrombotique rénale, hépatique et cérébrale, et encore des gènes classiques de néphropathie avec TTC21B qui est une ciliopathie, WT1, Kolkata3. Donc tout ça pour vous dire que globalement, si on restreint une analyse panel d'entrée dans le cadre d'une microangiopathie thrombotique en regardant que ce qu'on connaît aujourd'hui, les gènes de CTMA, CFH, CFI, etc., on va rater un certain nombre de diagnostics moléculaires. Probablement que ces anomalies moléculaires ne sont pas actionnables par l'éculizumab, mais à contrario, on pourrait donner de l'éculizumab ou du ravulizumab à des malades qui, a priori, ne seraient pas responsives à cette thérapeutique. Donc ça, c'est pour vous dire que la biopsie rénale non plus n'est pas spécifique avec des lésions histopathologiques de microangiopathie thrombotique de trouver des gènes complément dépendants. Donc là, c'est un focus sur l'implication que ça peut avoir. On a calculé que globalement, un quart des patients avaient au moins une implication, c'est d'avoir ce test-là en première intention, à savoir est-ce que ça implique sur sa greffe rénale, est-ce qu'on va faire d'autres examens en reverse phénotyping, est-ce qu'on va éliminer une récurrence de la maladie rénale ou dire il est très à haut risque de récidive de MAT sur sa néphropathie, etc., etc. Et puis, on a essayé de dissocier les patients qu'on voyait en hospitalisation des patients qu'on voyait qui nous étaient référés dans une deuxième catégorie associée. Vous voyez que globalement, on retrouve quand même les critères de microangiopathie thrombotique associés à des degrés divers. Donc pour nous, aujourd'hui, l'exome avec plus de 818 gènes regardés en panel in silico et le reste qu'on utilise pour trouver et capitaliser pour de nouveaux gènes est une très bonne stratégie diagnostique pour ces patients parce qu'on est capable de mettre dans 25% des cas un diagnostic. Avant, on n'en mettait pas. Donc, vous voyez, on va réduire la quantité des néphropathies indéterminées et on va mettre un objectif d'essayer de mettre une preuve moléculaire à tout patient ayant une néphropathie pas très claire. L'autre implication qui est arrivée après, c'est qu'on pouvait utiliser cette information très tôt dans la vie du malade, dans les premières semaines de sa prise en charge, quand il rentre pour la première fois à l'hôpital, pour stratifier son risque et son éligibilité à différentes thérapeutiques, comme soit la vitamine B12, soit certains ensembles néphrotiques par des vitamines comme CoQ10, ou soit des traitements comme le ravulizumab ou l'éculizumab, ou prédire la réponse à ces traitements, notamment s'ils étaient associés à une variation pathogène dans des variations complément dépendantes ou par exemple des polymorphismes de résistance à l'éculizumab. Et puis, un des trous de la raquette, c'est que l'exome, à cause short read qu'on utilise aujourd'hui, n'est pas en mesure de retrouver les fameux gènes de fusion, donc les gènes dits hybrides, entre le CFH et le CFHR3, CFHR1. Et donc, on était
qui correspondent aujourd'hui à 5% des microangiopathies thrombotiques complément dépendantes. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, mais même nous on s'y perd, globalement il y a des gènes de fusion entre le CFH et le CFHR1, où globalement l'exon 1,21 du CFH va se mettre avec l'exon 22,23 du CFHR1 qui est très proche, avec une perte de fonction. Puis à l'inverse, c'est ce qu'on appelle l'inverse qui est le CFHR1 qui va se mettre sur le CFH, avec cette fois-ci un antagoniste de la forme white type du CFH, mais globalement à la fin on a peu à la même chose, c'est-à-dire une dérégulation de la voie alterne du complément. Et puis il ne faut pas confondre avec la délétion complète homozygote notamment, qui permet, qui n'a pas d'implication très fonctionnelle, mais qui est associée chez l'enfant à l'apparition d'anticorps antifacteur H sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et donc on a essayé d'utiliser une nouvelle technologie pour pouvoir répondre à ce trou de la raquette de l'exome et qui pouvait aussi nous permettre de répondre à une notion de temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'on pouvait faire plus rapide que de rendre un exome en quelques semaines, en quelques jours, qui était la temporalité des cliniciens pour dire est-ce que c'est complément dépendant ou pas, est-ce qu'on peut ou pas trouver un diagnostic. Donc on a déjà essayé de mettre au point la technique avec du long grid, avec Nanopore, et on s'est aperçu qu'en voulant faire très moderne, on pouvait être finalement pas si performant que ça, parce que le nouveau génome de référence, le T2T, nous ont supprimé notre CFHR3 et CFHR1, donc ça rendait compliqué de trouver certaines gènes de fusion quand on avait fait disparaître les gènes en question. Et on pouvait aussi avoir un profil de méthylation avec suffisamment de profondeur dans cette technologie-là qui nous permet même d'avoir une méthylation à un niveau de l'allèle spécifique. Et on pouvait stratifier le risque. Donc aujourd'hui, vous le savez, le coût du séquençage, Christelle Thauvin en a parlé, on va vers 200 € le whole génome. La vitesse est d'autant plus rapide, je vais vous en parler un petit peu, et puis la précision en fait n'arrête pas d'augmenter. Mais le coût associé est plutôt un coût bioinformatique ou de stockage des données. Et donc là, vous avez certainement vu passer cet article dans le New England en février 2022 qui établit le record du monde de séquençage qui est de 7h38 minutes entre le prélèvement au patient et le rendu du diagnostic par le clinicien. Et de notre point de vue en néphrologie et en transplantation rénale, qui est aussi un élément connexe de la néphrologie, ça peut nous mener vers de nouvelles modalités dans la néphrologie, dans ce qu'on appelle la néphrogénomique, à savoir un diagnostic rapide des microangiopathies thrombotiques en quelques jours ou en quelques heures, un diagnostic d'exome classique, je dirais, en quelques semaines ou un peu plus dans le cadre de la génétique classique des néphropathies. Et un nouveau concept dont je ne vous parlerai pas plus que ça aujourd'hui, où on peut matcher l'exome du donneur et du receveur rapidement pour avoir un score de prédiction de risque de perte du greffon rénal. Donc on a une taxonomie différente de séquençage qui s'instaure, en tout cas en néphrologie, en néphrogénomie. Et donc on recommande aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'on a publié dans Blood il y a quelques mois, qu'on peut stratifier l'orientation thérapeutique des microangiopathies thrombotiques, notamment de l'adulte, par un exome rapide en quelques semaines ou encore un test ultra rapide en quelques jours par une technologie nanopore et potentiellement donner le bon traitement au bon moment au bon patient en faisant des économies peut-être d'échelle ou d'hospitalisation ou de biopsie. C'est un événement qu'on est en train d'étudier actuellement. Donc ça, c'est l'enchaînement globalement, c'est on a une suspicion de MAT, on élimine, on fait le dosage de l'ANTS13, on élimine le PTT, on regarde déjà la ciliatoxine, on élimine un CHU STEC dépendant, et puis on se pose la question après rapidement s'il faut ou pas mettre de l'éculizumab ou du ravulizumab, et on peut sous-tendre ce traitement assez rapidement ou l'arrêter un peu plus tardivement sur une preuve moléculaire. Et donc c'est ce qu'on fait actuellement à Sorbonne et notamment à Tenon dans notre labo INSERM, et on a des résultats assez intéressants avec un P2 solo et donc des flow cells qui permettent de faire des whole génomes, et on fait une technique qu'on appelle d'adaptive sampling, c'est-à-dire qu'on va enrichir que les cibles qui nous intéressent, autour de 350 gènes qui sont les plus souvent impliqués dans notre cercle clinique. Et donc j'espère vous avoir convaincu que la génétique elle est très importante pour la prise en charge des maladies rénales de l'adulte, notamment avec un mode microangiopathie thrombotique, pour stratifier le risque, stratifier le traitement, que probablement des nouvelles technologies comme la technologie nanopore est probablement très adaptée à avoir un résultat, en tout cas dans nos mains on en est très content. On veut stratifier le risque avec de nouveaux éléments, parce que vous savez peut-être ou pas, mais ces maladies complément dépendantes, la pénétrance et l'expressivité est très variable, donc c'est très dur de faire du conseil génétique et de savoir qui va récidiver aujourd'hui, donc on essaye d'avoir des profils de méthylation associés à ça.
Et d'avoir un seul test qui all fits all, qui permet de répondre à différentes questions au même moment, eh bien c'est intéressant. Et on essaye de promouvoir un PHRC qui s'appelle FastMath, qui étudie en fait l'intérêt de ce génome rapide dans le cadre des micro-angiopathies thrombotiques en rendant un diagnostic avant 15 jours. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions et je remercie tous mes collègues de Sorbonne Université qui ont permis le développement de cette technologie-là. Et aussi Véronique Frobaki qui travaille étroitement avec nous et toute la partie nanopore qu'on a mis en place initialement avec l'Institut Curie et qui est maintenant à Sorbonne. Et ben, je vous remercie, je suis prêt à prendre toutes les questions.